Bonjour à tous, je m'appelle Evelyne Nguyen et je travaille au laboratoire matériaux de construction du CSTC. Alors pourquoi ce webinaire? Mais vous avez certainement été de plus en plus souvent confrontés à des termes comme les matériaux biosourcés, les écomatériaux ou les matériaux géosourcés. Mais connaissez-vous bien les spécificités de ces différents termes et ce qu'ils englobent? Le but de ce webinaire est justement de vous apporter des éclaircissements à ces différentes notions. Alors, tous ces différents types de matériaux peuvent être englobés dans ce que nous pouvons appeler les matériaux à faible impact environnemental. Et ces matériaux, nous les rencontrons de plus en plus souvent dans le domaine de la construction, et à juste titre, car en plus de posséder des performances équivalentes aux matériaux de construction plus traditionnels, ces matériaux apportent une solution à différents enjeux environnementaux que sont le réchauffement climatique et l'épuisement des ressources naturelles. Et dès qu'on parle de réchauffement climatique, on pense directement à l'empreinte carbone, qui permet de quantifier la contribution potentielle d'un matériau au réchauffement climatique. Alors l'empreinte carbone, c'est la quantité de gaz à effet de serre émise au cours des différentes étapes du cycle de vie d'un matériau, et ce depuis son extraction jusqu'à sa fin de vie, en passant par la transformation et le transport. Alors l'empreinte carbone, en fait, c'est un bilan du CO2 qui aura été capté et émis par ce matériau. Et à titre d'exemple, vous retrouvez ici le bilan pour un matériau à base de bois. Donc, comme vous pouvez le constater, tout début de vie, il va capter énormément de CO2 via la photosynthèse. Pendant sa transformation, son utilisation, il y aura un dégagement de CO2, mais limité. Et ce n'est qu'en fin de vie que là, tout le CO2 qui aurait été stocké va être dégagé. Et comme vous le savez certainement, parmi toutes les activités industrielles, le secteur de la construction produit près de 36% des émissions de CO2 au niveau de l'Union européenne. L'Union européenne s'est engagée pour le pacte vert pour l'Europe, le fameux European Green Deal, ce qui signifie que l'Union européenne sera climatiquement neutre d'ici 2050. Et pour atteindre cet objectif, tous les secteurs de notre économie doivent agir. Et sur base des différentes analyses, différents scénarios, pour le secteur de la construction, cela signifie que les émissions de CO2 doivent baisser de près de 87%, ce qui souligne bien l'intérêt des matériaux à faible impact environnemental. Mais ces matériaux apportent également une solution au problème d'épuisement des ressources naturelles, car quand on parle de l'extraction de toutes sortes de matériaux, 50% sont dédiés à la construction et à l'exploitation des bâtiments. Et il en va de même pour la consommation en eau. Un tiers de cette consommation est utilisé pour le secteur de la construction. Mais qu'englobent les matériaux à faible impact environnemental? Donc comme je vous l'ai dit, cela englobe les matériaux biosourcés, les matériaux géosourcés, les écomatériaux, les matériaux de réemploi et les matériaux recyclés. Alors qu'est-ce qu'un matériau biosourcé? C'est très simple, il existe une définition très claire qui provient de la norme EN 16575. Et selon cette norme, un matériau biosourcé est un matériau entièrement ou partiellement issu de la biomasse végétale ou animale, à l'exception des matières intégrées dans des formations géologiques ou fossilisées. Et donc par cette définition, cela exclut le pétrole, mais cela inclut le lin, l'herbe ou la laine de bouton. Et donc, on parle ici de matériaux qui présentent des cycles de régénération relativement courts, on parle ici de quelques dizaines d'années maximum, et ce sont donc des matériaux renouvelables. Cependant, la seule information manquante dans cette définition, c'est celle qui a trait à la composition. Parce que si on suit scrupuleusement cette définition, un matériau qui comporterait 1% de biomasse pourrait être considéré comme matériau biosourcé. Or, depuis peu, il existe au niveau wallon un label, le label Produit biosourcé, qui est largement inspiré du label français. Et ce label impose une teneur en matière biosourcée. Et pour obtenir ce label, il est donc nécessaire d'avoir un certain pourcentage de matière biosourcée, et ce en fonction du type de produit que l'on va labelliser. Donc par exemple, pour labelliser un isolant thermique, il faudra qu'il comporte minimum 70% de matière biosourcée, un béton végétal sera 25%, et une membrane d'étanchéité, ce sera 10%. Il faut savoir que ces pourcentages pourraient évoluer à l'avenir. Pour ce label, il est également possible d'obtenir un marquage additionnel, donc le marquage filière locale, qui impose que minimum 80% des matières biosourcées sont produites, recyclées et transformées dans un rayon de 350 km autour du site de production, et le marquage filière wallonne, qui exige que minimum 80% des matières premières biosourcées sont produites, recyclées et transformées en Wallonie, et le produit doit être fabriqué dans une usine installée sur le territoire wallon.
Sachez également qu'il existe un projet de décret qui est en discussion au Parlement wallon et qui vise à promouvoir l'éco-construction par l'utilisation de matériaux biosourcés. Et donc le but de ce décret, c'est en fait d'imposer des seuils minimaux d'utilisation des matériaux biosourcés. Et ce seuil pourrait être très variable en fonction en fait du type et de la nature des travaux. Donc par exemple, on aurait un seuil spécifique pour une nouvelle construction qui pourrait être différent par exemple pour des travaux d'isolation. Ces seuils seraient revus régulièrement, au moins tous les 3 ans, mais par contre, dans ce projet de décret, un matériau biosourcé devrait contenir au minimum 70% de biomasse. Un autre matériau à faible impact environnemental, ce sont les matériaux géosourcés. Donc là, il n'y a pas de définition officielle. La définition la plus précise que je vous proposerai, c'est que c'est un matériau issu de ressources d'origine minérale qui demande peu de transformation avant son utilisation. Et donc par cette définition, cela exclut le ciment, mais cela inclut la terre crue ou les pierres naturelles. Un autre matériau, les écomatériaux, et donc là, à nouveau, il n'y a pas de définition officielle, et l'explication que j'ai pu trouver, elle est encore relativement vague, vu que cela concerne un matériau à faible impact énergétique et environnemental, tant au niveau de la composition que de sa fabrication jusqu'à sa fin de vie. Enfin, les derniers matériaux que je vais aborder ici, ce sont les matériaux de réemploi et les matériaux recyclés. Ils ont une définition très claire, qui provient de la directive cadre sur les déchets. Un matériau sera considéré de réemploi si c'est un produit ou un composant qui n'est pas un déchet et qui va être réutilisé pour le même usage initial que celui pour lequel il avait été créé. Dans le cas d'un matériau recyclé, on parle bien ici d'une valorisation de déchets qui vont être utilisés soit pour le même usage initial pour lequel il avait été conçu, soit pour tout autre usage. Et par le réemploi et le recyclage, on va passer alors d'un modèle linéaire qui comporte donc les étapes extraire, fabriquer, consommer et jeter, à un modèle circulaire. Donc dans le cas du modèle linéaire, les déchets n'ont d'autre solution que, dans le meilleur des cas, être mis au compost, incinérés ou dans le pire des cas, être mis en décharge. Alors que pour le modèle circulaire, grâce au réemploi et au recyclage, les déchets vont pouvoir être réinjectés dans la boucle, diminuant ainsi la quantité de déchets, diminuant également la consommation en ressources naturelles, et dans le cas où il s'agit de matériaux qui auraient stocké du CO2, de prolonger ce stockage. Mais il est important de considérer le réemploi et le recyclage de manière intelligente. Le réemploi ne pourra être envisagé que si les performances techniques et environnementales de ce matériau n'ont pas évolué, et ce depuis sa mise sur le marché, mais également son utilisation, pendant toute son utilisation dans le bâtiment. De même, pour le recyclage, il faut veiller à ne pas réinjecter des substances dangereuses et interdites depuis plusieurs années. Un bon exemple, ce sont par exemple les produits de préservation pour le bois à base de créosote, qui sont encore autorisés dans le domaine du chemin de fer, mais interdits dans le secteur de la construction. Et voici comment tous ces types de matériaux s'imbriquent les uns par rapport aux autres, et comme vous pouvez le constater, un matériau biosourcé ou géosourcé n'est pas d'office un écomatériau, parce qu'il faut également considérer son exploitation, sa transformation, mais également son transport. Et il faut vérifier que toutes ces étapes n'ont pas d'impact énergétique et environnemental considérable. Un exemple d'écomatériau qui n'est pas biosourcé ou géosourcé, c'est la peinture écologique. Il existe des matériaux recyclés qui ne sont pas des écomatériaux, comme les granulats de scorie métallurgique ou les déchets de bouteilles en plastique qui peuvent être valorisés en matériaux isolants. Un matériau biosourcé recyclé bien connu, c'est la boîte de cellulose. Et enfin, pour les matériaux géosourcés recyclés, là, ce serait l'ensemble des granulats recyclés. Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à consulter les documents qui sont publiés par le CSTC et qui sont disponibles et téléchargeables sur notre site internet. Enfin, en cas de question, n'hésitez pas à contacter notre service avis technique. Vous trouverez le contact téléphonique ou le formulaire en ligne sur notre site internet également. Ceci termine ce webinaire. Je vous remercie de votre attention et prenez surtout bien soin de vous. À bientôt.